Rise in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Jodie Foster, un documentaire que vous avez pu voir certainement à la télévision sur Arte au mois de juin, si je ne me trompe pas, juin-juillet, en tout cas c'était pendant le dernier festival de Cannes. Et un documentaire qui s'appelle Jodie Foster, Hollywood dans la peau, on va revenir sur le sous-titre après, réalisé par deux personnes, Camille Jouza et Yal Sadat. Et Yal Sadat est là aujourd'hui pour répondre à mes questions. Merci beaucoup Yal en tout cas d'être là, d'avoir accepté cet entretien. Merci de m'avoir convié. Ah bah oui. Alors Yal Sadat, si on ne le connaît pas, il est critique et journaliste, critique de cinéma et journaliste, et surtout il a écrit l'année dernière, en tout cas, un bouquin passionnant sur un acteur très très passionnant qui s'appelle Bill Murray. Le titre s'appelait Commencer sans moi, c'est édité chez Capricci. Si vous ne l'avez pas lu, il faut y aller courir parce que moi j'avais beaucoup aimé, donc je voulais aussi le préciser. Voilà. Donc on est en terrain familier avec un critique de cinéma et on va parler de Jodie Foster. Et avant, alors le film bien évidemment est disponible en VOD sur Arte et je mettrai un petit lien dans le descriptif afin que vous puissiez vous le procurer. Avant de commencer cet entretien, cette discussion, j'aurais voulu tout simplement savoir comment vous est venu, à Camille et toi, donc, le sous-titre Hollywood dans la peau. Quand on voit le film, on a une idée, effectivement, mais est-ce que le titre s'est imposé d'emblée? Non, parce que un titre, c'est toujours pareil, je pense, on passe par plusieurs titres. Parfois, effectivement, hein, ça peut surgir comme ça, mais ça n'a pas été le cas. On a beaucoup, c'est vrai que c'est quasiment ce qui est venu en tout dernier. Et Hollywood dans la peau, ça, je pense qu'il faut le comprendre comme ça, en fait. C'est-à-dire Hollywood dans la peau, malgré tout. C'est-à-dire l'histoire de quelqu'un qui vient d'Hollywood, qui a Hollywood chevillé au corps parce que c'est un pur produit hollywoodien, né à Los Angeles, ce qui n'est pas le cas de tous les acteurs qui parfois s'exilent à Hollywood pour chercher le succès, avec plus ou moins de bonheur. Et dans son cas, elle a tout fait pour s'en démarquer. Étant originaire d'Hollywood, elle a tout fait. C'est un personnage qui a tout fait pour aller faire du cinéma semi-indépendant, qui a essayé de se démarquer d'une certaine tendance, etc. Mais qui, malgré tout, conserve Hollywood dans sa chair, quoi. Donc c'est comme ça que c'est en discutant dans ce sens-là qu'on a fini par trouver ce titre. Mais ce qui est assez paradoxal, c'est que lorsque on pose la question à n'importe quelle personne néophyte, hein, quand on cite le nom de Jodie Foster, d'emblée, on pense à actrice intellectuelle parce qu'elle sait parfaitement parler le français, enfin, je veux dire même plus que parfaitement, et parfois c'est des connexions un peu bizarres d'ailleurs, intellectuelles parce qu'on sait parler notre langue, et puis on ne sait pas, enfin on oublie ou alors on ne savait pas que c'est quelqu'un quand même qui aurait pu naître dans les années 30, 40, c'est-à-dire dans l'exemple type même de l'industrie hollywoodienne. Et ce qui est ça qui est très intéressant, c'est que en parcourant donc le documentaire, en parcourant votre film, on s'aperçoit parfois elle est aussi un peu intemporelle. Je veux dire, elle aurait pu naître un peu avant, ça aurait été la même chose. Et elle commence à évoluer dans une société hollywoodienne qui n'est plus la société hollywoodienne des années 30. Enfin, c'est très très bizarre. Ce personnage est très très bizarre en tout cas. Les débuts sont assez particuliers. Oui, mais même je pense la plupart quasiment la totalité de sa carrière, parce que effectivement, c'est vrai qu'elle est coincée entre deux époques. D'ailleurs, c'est dit dans le documentaire à différents niveaux, hein. C'est-à-dire en termes effectivement de tout ce qui concerne l'image de la star, de ce qu'une star hollywoodienne est censée faire ou ne pas faire. Notamment, ça c'est un peu l'angle qu'on a choisi de creuser parce qu'il s'impose de lui-même cet angle, celui de la persona et de la discrétion souhaitée par Jodie Foster, qui a un rapport complexe en fait à l'image, un rapport bien plus complexe que la moyenne des acteurs hollywoodiens, des actrices hollywoodiennes. C'est-à-dire qu'elle surprotège, qu'elle essaye d'encadrer cette image-là, et en allant vers une forme de discrétion, de méfiance envers ce qu'on pourrait appeler, je dirais vulgairement,
la société du spectacle, l'entertainment, voilà, tel qu'on le connaît. Elle a un rapport ambivalent avec ça, et en tout cas, tout en restant dans le système, elle a une manière de se surprotéger. Donc, ce qui l'a fait tomber comme ça entre deux époques, c'est que dans le Hollywood tel qu'il est advenu, tel qu'il s'est transformé pendant, on peut dire, l'âge adulte de Jodie Foster, il y a eu plusieurs injonctions qui étaient de, par exemple, pour ce qui concerne sa vie privée ou ses opinions politiques, on attendait d'elle qu'elle les révèle, qu'elle les mette en avant, qu'elle brandisse le poing si elle a des opinions, disons, progressistes, ce qui est plutôt le cas, hein, ce qui est même largement le cas, et même qu'elle avoue, par exemple, son homosexualité. Là-dessus, elle est complètement en décalage, et elle est entre l'époque où, justement, il est presque obligatoire de la cacher si on veut continuer à travailler dans le système, si on veut continuer à œuvrer librement et avoir les rôles qu'on souhaite avoir. Et puis l'époque où non, on est censé révéler ces éléments-là. Donc oui, elle est entre deux époques. Et effectivement, même sa carrière est à cheval entre plusieurs époques, même littéralement, je veux dire, sans exagérer ou sans faire de métaphore, on peut dire qu'elle traverse des âges. L'âge où la télévision américaine est toute puissante, c'est l'époque des feuilletons à la Bonanza ou Gunsmoke. Et puis ensuite, elle passe progressivement elle entre dans le nouvel Hollywood, et ensuite elle repart sur quelque chose. Voilà, elle traverse les années 80, tant bien que mal, et elle en ressort avec on peut dire, le point culminant de sa carrière, qui est la fin des années 80, début 90, le silence des agneaux, et puis avant ça, les accusés. Voilà. Alors, pardonnez-moi, je me permets encore de rester vraiment quelques minutes encore sur cette période de l'enfance, parce que dans le film, c'est une place le film ça questionne énormément cette étape de sa vie qui est très importante, mais quand on commence à faire référence aussi à d'autres personnes de son acabit, c'est-à-dire des enfants qui ont été pris comme ça par Hollywood, comme Charlotte Temple, vous le dites, ou alors Natalie Wood un peu plus tard, est-ce que Jodie Foster est peut-être la seule qui a réussi finalement à rester intègre, qui est restée aussi dans le cinéma, parce que Charlotte Temple, à un moment, s'est éloignée du cinéma, elle est devenue, je crois, femme d'ambassadeur, je ne sais plus. Bref, en tout cas, elle n'était plus là. Natalie Wood, la fin a été tragique pour elle. Et Brooke Shields, c'était moyennement. Enfin, mais alors que Jodie Foster, c'est très particulier, parce qu'en même temps, ce qui est encore plus paradoxal, c'est que elle n'a pas si je peux me permettre, elle n'a pas une filmographie étincelante d'un point de vue quantitatif. Mais elle reste quand même extrêmement importante, et elle a une place, en fait, ça a une place à part, cette personne. Donc, il y a deux questions par rapport au fait, est-ce que c'est peut-être l'une des rares enfants hollywoodiens qui a réussi à rester intègre? Et deuxièmement, est-ce que selon vous, vous pensez un peu comme moi par rapport à sa filmographie qui a des films emblématiques, très forts, mais qui peut-être par rapport à certaines comédiennes de sa génération, ce ne sont pas vraiment une grosse filmographie assez éclatante? Et qui en fait paradoxalement aussi une actrice à part. Oui, absolument, mais c'est vrai qu'on en revient à cette idée tout ça revient en fait à ses origines, à son origine purement hollywoodienne. C'est-à-dire que effectivement, on peut la comparer à d'autres enfants stars. Elle a une place complètement à part si on prend des exemples que vous avez cités, mais il y a aussi on pourrait dire Tatum O'Neal, qui est de sa génération, Brooke Shields, effectivement, qui est de sa génération, et qui n'ont pas passé par des Oscars, des rôles, qui n'ont pas pris le pouvoir comme elle a pu prendre le pouvoir en passant derrière la caméra, en plus, voilà, ce qui est d'autant plus singulier. Je pense que c'est lié effectivement au fait que elle est non seulement née dans le giron, qu'elle a vraiment compris les codes de manière peut-être, je sais pas, on pourrait dire comme un enfant précoce, comme un enfant surdoué, etc. Est-ce qu'elle était plus surdouée que Tatum O'Neal ou que des gens comme ça? Je n'en sais rien, mais on peut penser qu'elle avait une sorte de sagacité, de retour sur soi encore plus grand, et que donc elle a pu contourner les pièges. Et contourner les pièges en apprenant et en se cassant la gueule, hein, entre guillemets, parce que
ce qui s'est passé, ce qu'on raconte avec l'affaire John Hinckley, Ah c'est un moment en fait où elle prend conscience de ce que c'est que la mise en danger sur la scène, sur la grande scène publique hollywoodienne. C'est-à-dire comment quelqu'un peut, à travers votre image médiatique et à travers les films que vous avez fait, en l'occurrence Taxi Driver, qu'elle a fait très jeune, donc à 12 ans, elle jouait une prostituée pour Martin Scorsese, etc. Quelqu'un peut s'obséder pour vous, pour ces raisons-là, peut développer une forme de psychose et essayer de tuer le président américain, donc Ronald Reagan, par amour pour vous. Donc ça, c'est quand même quelque chose. Je pense qu'elle apprend en fait de cette exposition-là. Elle apprend à faire l'économie de son image. Elle apprend à ne pas tourner dans n'importe quoi, à devenir extrêmement sélective dans ses rôles. Et je pense que c'est une des choses qui explique pourquoi elle a pu finalement se reprendre le contrôle de son image et éviter le pire, disons. Maintenant, c'est vrai qu'elle n'a pas non plus la flamboyance. Je dirais qu'elle a quand même beaucoup travaillé. Elle travaille régulièrement. C'est vrai que depuis 10-15 ans, elle travaille un petit peu moins. Ça, c'est vrai. Je veux dire, on la voit moins souvent, etc. Mais quand même, elle a une filmographie assez conséquente. C'est simplement qu'effectivement, il manque pas mal de... Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de chefs-d'œuvre. Il n'y a pas beaucoup de films. Alors, vous allez me dire, quelle star américaine ou autre compte uniquement des chefs-d'œuvre. Mais je veux dire, elle n'a pas travaillé avec énormément de grands réalisateurs. Je suis d'accord avec vous. Il y a beaucoup de petits maîtres, enfin de petits faiseurs. Il y a Jonathan Demme, que je considère personnellement comme un grand cinéaste. Il y a Robert Zemeckis, pareil. Il y a David Fincher, des gens comme ça. Mais sorti de ça, on n'est pas. On peut se demander, par exemple, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas retravaillé avec Scorsese? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas retravaillé avec Alan Parker après Bugsy Malone? On peut se poser ces questions-là. Et bien ça, je pense que c'est, encore une fois, cette espèce de désir paradoxal d'être à Hollywood tout en sortant, tout en essayant peut-être d'aller tourner, je sais pas, sur un mode plus new-yorkais, par exemple, avec une idée plus indépendante du cinéma. Elle a fondé sa boîte de production dans ce sens-là. Et puis aussi, je pense que, alors ça, c'est quelque chose qu'elle n'a jamais explicitement dit, mais quand on fait un film sur quelqu'un, on a l'impression de le connaître la personne et on peut analyser les choses, même si elles ne sont pas vraies, on peut supputer, on peut subodorer. Et moi, je subodore, et on subodore avec Camille Jusa, que probablement c'est quelqu'un qui se méfie des cinéastes qui sont trop dans la maîtrise. Parce que c'est des cinéastes qui ont tendance, et ça c'est pas un jugement moral que je fais, c'est pas une critique négative non plus, ils vont avoir tendance à aimer les actrices malléables, c'est-à-dire à faire épouser les acteurs leur vision et leur mode de mise en scène, de conception de ce que c'est qu'un acteur, quoi. Et je pense que Jodie Foster est déjà réalisatrice, même avant de passer à la réalisation. Elle a quelque chose de l'actrice à vision, et que c'est un peu compliqué de se plier finalement à... Voilà, même si elle a remplacé Nicole Kidman sur Panic Room, David Fincher étant quelqu'un qui est réputé pour justement avoir une idée très nette de la mise en scène, etc. Bon, ça, elle dit qu'elle n'a pas cherché à s'imposer, à faire concurrence, à réaliser le film à sa place et tout ça. Au contraire, elle a beaucoup appris avec lui. Mais je veux dire, en dehors de cet exemple, il n'y a pas beaucoup de personnages comme ça qui... je la verrais pas tourner avec Lynch, je la verrais pas tourner, j'en sais rien, à l'époque avec Kubrick, puisqu'ils ont été contemporains, pourquoi pas, on aurait pu. Je pense qu'elle a une petite méfiance par rapport à ça, parce qu'elle-même a un rapport, dans le bon sens du terme, dirigiste au jeu. Donc ça fait un peu, ça ferait un peu deux cinéastes sur le même plateau, quoi. Mais il y a un petit moment qui est très très beau aussi, qui est très émouvant, c'est quand on lui pose la question, les journalistes lui demandent si elle a vu d'autres... Enfin, en tout cas, à un moment, il s'avère qu'elle cite deux films réalisés par Alan Parker après Bugsy... Non,
la journaliste lui demande qui a réalisé qui a déjà réalisé Bugsy Malone. Elle lui répond, bah, c'est Alan Parker. Et elle cite 2 autres films de lui qui ont été faits juste après. Donc, on comprend aisément qu'il y a quelque chose comme ça derrière cette réponse qui est assez intéressante. On va parler après de Johnny Clay parce que il y a quelque chose que vous distillez dans le film et qui est très important, c'est qu'il y a un avant et un après, un avant et un après Clay. Le film, vous l'avez réalisé donc ensemble avec Camille Jouza. Comment s'est déroulée l'architecture du film? Comment vous l'avez travaillé, la narration du film? Bon, il faut savoir que bon, c'est un documentaire, faut replacer dans le contexte, c'est un documentaire pour la case Documania d'Arte. Donc, c'est le parti pris de cette case, c'est de retracer la vie et la carrière d'un acteur, d'un cinéaste, d'une actrice et d'une réalisatrice. Donc là, en fait, on avait il y a quand même un rail biographique qui est important. Et donc, on n'a pas du tout cherché à aller contre cette tendance-là, qui est un peu dans le cahier des charges. On s'est dit, on va tout simplement partir sur un rail biographique, tout simplement parce que avec Jodie Foster, ça s'impose d'autant plus qu'elle a une vie romanesque. C'est ce qu'on disait, effectivement, c'est l'enfant star qui ne rate pas la marche de l'adolescence et de l'âge adulte, qui manque de la rater avec tous les éléments qu'on a dit, mais tous les événements qu'on a cités, mais qui quand même se refait à Hollywood. Puis ensuite, donc John Hinckley, puis voilà, les années 80 avec un passage à vide, ce qui se passe ensuite dans les années 90, les 2 Oscars, la polémique du silence des agneaux, tout ça en fait est un rail biographique assez romanesque, et donc on a choisi de l'emprunter. Maintenant, justement, ce qui nous intéressait, c'était aussi de proposer un point de vue sur le cinéma, sur concrètement ce qu'elle a fait en tant qu'actrice, en présupposant que elle était presque co-autrice, vous dites comme vous voulez, de ses rôles et des films dans lesquels elle a tourné. C'est ce que je disais, c'est ce rapport un tout petit peu. Elle a une vision. Elle a une vision, et donc elle impose cette vision, et elle a raconté une forme de prise de pouvoir, et de prise de pouvoir par rapport au regard, à la question du regard, qui est en fait dans tous ses meilleurs films. Bon, en tant que cinéaste, mais en tant qu'actrice aussi. Et notamment Le silence des agneaux, qui est un film où je pense qu'on peut dire qu'elle avait tourné le film avant même de jouer dedans. Hein. Il y a toute une histoire, on pourra y revenir, mais elle avait acheté les droits, elle comptait produire le film, etc. Enfin bon. Donc tout ça pour dire que oui, que en fait, ce qui était important, c'était en passant par toutes ces étapes biographiques, ne pas perdre de vue le cinéma et traiter cette question du regard. Donc j'espère qu'elle ressort quand on voit le film. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la carrière de Jodie Foster en tant que cinéaste? Parce que dans le film, vous faisiez plus que l'évoquer, mais je trouve que, et c'est pas un reproche du tout, hein, bien évidemment, mais je trouve que autant les films dans lesquels elle joue, vous prenez le temps de comprendre les connexions avec elle-même, sa propre vie, ce qu'elle a vécu, le rapport avec Hickley, le silence des agneaux, les accusés, je l'avais jamais vu ça comme ça, et c'est très intéressant, mais ça c'est sûr qu'on va en parler juste après. Mais alors que dans les films, je trouve que vous évoquez effectivement certaines connexions, mais j'ai l'impression que, peut-être, je me trompe, mais il y a quelque chose dans lequel vous êtes beaucoup plus sensible, c'est surtout la carrière d'actrice que la carrière de réalisatrice, pardon. Et oui, je trouve qu'il n'y a pas une certaine équité, voilà, entre ces deux recherches-là. C'est pour ça que je vous pose cette question. Ah oui. Qu'est-ce que vous en pensez de sa carrière de réalisatrice? Crevons l'abcès, parce que c'est la question, effectivement, c'est Jodie Foster est-elle une grande cinéaste? Honnêtement, de mon point de vue, non. Ce n'est pas une grande cinéaste. Alors on peut, effectivement, il faut quand même lui rendre hommage pour s'être imposée à une époque où il n'y avait pas grand monde. Il n'y a pas encore grand monde parmi les actrices hollywoodiennes. Hein. Je veux dire, il y a plus, ça a bougé, effectivement, que ce soit Nathalie Portman ou que ce soit Angelina Jolie, etc. Bon, bien sûr, ça a bougé. Mais dans les années 90, début 90, à part Diane Keaton et puis les vieux modèles, Ida Lupino, évidemment, à part quelques exemples comme ça, elle surgit à un moment plutôt sur un terrain plutôt hostile, quoi. Donc là-dessus, effectivement, c'est remarquable, mais elle n'a pas fait beaucoup de films remarquables. Il y en a que j'aime bien, attention, parce que
jamais que 4 films et puis quelques épisodes de séries, des choses comme ça. Je trouve que Le Petit Homme est un bon film, son premier film, parce qu'elle a une forme de maîtrise qui passe aussi par elle-même. Elle s'auto-dirige très bien, je trouve. C'est assez frappant pour un film réalisé à même pas 30 ans, à 29 ans. Voilà, je suis moins convaincu par exemple des films comme Week-end en famille, son dernier en date qui est Money Monster. Voilà, je pense que c'est des choses assez convenues où elle essaye toujours pareil, de sortir un peu de Hollywood et disons des tropes, des codes hollywoodiens, tout en y restant. C'est-à-dire que vraiment, on a le sentiment de quelqu'un qui s'inspire de cinéastes qu'elle doit aimer par ailleurs, sans oser complètement y aller, enfin, sans se démarquer complètement. Donc c'est assez, voilà. Par contre, son meilleur film pour moi, c'est peut-être Le Complexe du Castor, qui a beaucoup de défauts. The Beaver avec Mel Gibson, mais qui est un film très intelligent sur Mel Gibson, très fort sur ce qu'elle fait de lui, sur ce qu'elle dit de lui. Et c'est comme si elle ramassait toutes les polémiques. Alors ça, peut-être qu'on va y revenir, mais c'est pas seulement un film sur son copain Mel Gibson, c'est ça aussi, c'est un film sur une amitié, mais il y a une forme à la fois de clairvoyance qui vient de la proximité avec lui, et puis de ce que c'est que ce personnage-là, quoi. Donc voilà, pour vous répondre, effectivement, je pense on aurait trahi un peu notre propre point de vue si on avait fait semblant que Jodie Foster avait fait des films aussi bons, aussi grands que, par exemple, Le Silence des agneaux, Les Accusés, Taxi Driver ou Contact. Voilà, je pense qu'on aurait un peu menti sur notre propre opinion. C'est pour ça que ça passe un petit peu au second plan. Voilà. Est-ce que s'il n'y avait pas eu cette expérience avec Johnny Clay, et d'ailleurs, si vous pouviez aussi en quelques secondes, expliquer qui est ce personnage-là, s'il n'y avait pas eu cette expérience Clay, est-ce que, parce que j'ai l'impression que le film le dit, plus ou moins, c'est parce qu'il y a eu cette expérience Clay, qui fait que les rôles qu'elle choisit ensuite dans les années 80 et début 90 avec Le Silence des agneaux, il y a eu des répercussions là-dessus. Est-ce que je me trompe pas si le film le dit un peu, cela? Ah oui, bien sûr. Non, mais je pense que nous, ça nous apparaissait comme une évidence, quoi. Donc, si ça transparaît, tant mieux, parce que je pense que c'est le cas. Ce qui s'est passé avec Hinckley, donc en 1981, Jodie Foster a réussi à sortir intacte, indemne, disons, de ces années de starification de plus en plus grande en tant qu'enfant, puis en tant qu'adolescente. Et elle part à Yale faire des études, pareil un peu risqué parce que, en même temps, risqué parce qu'elle s'éloigne un peu des projecteurs, etc. Puis en même temps, c'est une manière justement de dire, je vais rajouter des cordes à mon arc, intellectuellement, pour peut-être faire autre chose, devenir scénariste ou cinéaste, etc. Donc elle part à faire de la littérature à Yale. Et pendant ce temps, au même moment, il y a un jeune homme de 25 ans qui s'appelle John Hinckley Jr., qui est un fan, qui lui envoie des lettres d'amour enflammées, toutes sortes de déclarations, toutes plus inquiétantes les unes que les autres, parce qu'il la suit. En fait, il vient glisser des lettres sous sa porte à Yale. Enfin bon, c'est quelqu'un de dérangé, manifestement, une sorte de jeune homme qui a appartenu au parti nazi américain, pour le situer un peu, qui se serait fait recalé du parti nazi américain pour sa trop grande véhémence, sa trop grande violence. Pardon, je suis désolé de rire, mais se faire recaler par le parti nazi américain, il faut le faire. C'est un peu, il y a un côté superlatif comme ça, c'est pas vraiment un cœur à prendre, quoi. Ouais, donc, exactement. Le parti nazi américain aussi, d'ailleurs, entre parenthèses. Oui. Voilà. Il passe des coups de téléphone, etc. Donc un vrai harceleur qui un jour passe à l'acte dans le sens où il décide d'imiter le film Taxi Driver qu'il a vu, je ne sais plus, 15 ou 20 fois en salle. Il est complètement obsédé par le personnage de Iris, donc Jodie Foster, le film, cette petite prostituée que De Niro essaye de sauver des trottoirs de Harlem. Et ce qu'il fait, donc, c'est qu'il va, comme De Niro dans le film, qui à un moment donné essaye d'assassiner, enfin pense à assassiner un candidat à la présidentielle, John Hinckley se rend à un meeting de Ronald Reagan, qui est élu depuis quelques mois, et lui tire dessus, le rate. Il y a quand même une balle qui va rebondir sur la portière de la voiture et
toucher quand même le président, le blesser. Il va laisser plusieurs personnes blessées, dont un porte-parole qui est mort, qui a passé sa vie en fauteuil roulant. Enfin bon, une tragédie nationale, un désastre, quelque chose qui va la remettre, alors qu'elle était partie à Yale, qui va la remettre sous les projecteurs, bien malgré elle. Et en tant que... C'est ça qui est très pervers, en fait, dans cette espèce de monde de l'image et de société de l'image, c'est qu'elle est à la fois la proie, la victime, en fait, de John Hinckley, indirectement, puisqu'il a essayé de tuer Reagan pour l'impressionner, elle, comme dans le film. Et en plus, elle est considérée comme l'inspiratrice. Elle est quasiment la complice de John Hinckley. Parce que, voilà, en jouant dans ce film, elle aurait participé, encouragé la folie de ce type. Voilà, peut-être on se demande, alors, est-ce qu'elle lui aurait répondu? Est-ce qu'elle l'aurait encouragé à tuer directement dans leur correspondance? Correspondance qui n'a pas vraiment eu lieu, hein, parce qu'elle a reçu ses lettres sans répondre. Mais est-ce qu'elle aurait incité Hinckley? Voilà. C'est-à-dire que même Scorsese, pardon de vous avoir interrompu, Scorsese, qui est l'auteur du film, et Paul Schrader, le scénariste, ces deux-là n'ont jamais été inquiétés par cette... Ça, c'est le grand paradoxe. Alors, dans une moindre mesure, si. Parce que... Alors, effectivement, il y a des interviews de Scorsese où il confesse, dans les années 83, à l'époque de King of Comedy, il confesse que ça le suit quand même, ça le poursuit, et que c'est compliqué. On l'accuse aussi d'avoir réalisé un film qui dérange ça, c'est une vieille polémique, la plus vieille polémique qui colle au basque du cinéma, comme de Scorsese. Et dans quelle mesure il inspire les fous. Et donc ça a effectivement un peu dérangé Scorsese et Schrader, mais c'est vrai que ça, c'est un réflexe typique, qui raconte quand même quelque chose. C'est à elle qu'on s'en est pris. Il y a eu une forme alors pas de désaveu, mais disons de suspicion qui a pesé sur elle. Et heureusement, elle a tout de suite mis le holà, elle s'est un peu effacée, elle était encore plus sélective, et elle a surtout terminé ses études à Yale, ce qui lui a permis de se faire un peu oublier, quoi. Mais c'est vrai que les années 80 n'ont pas été... ça a été plutôt une traversée du désert plus qu'autre chose pour elle. Et quand elle fait Le Silence des agneaux en 91, vous disiez que, et ça je ne savais pas, hein, c'est le film qui l'apprend, enfin plus ou moins, vous disiez que en fait c'est un projet qu'elle portait sur ses épaules, c'est pas quelque chose qui vient de Jonathan Demme, c'est vraiment elle qui voulait le faire, ce film. Alors oui, c'est un film qui a une histoire compliquée, mais qui au départ est un best-seller de Thomas Harris. Hein, voilà, il a écrit donc toute la espèce de saga qui est autour d'Hannibal Lecter. Il y avait déjà eu le fameux Sixième Sens de Michael Mann avec la même figure. Et voilà, donc en fait, elle est frappée par le livre. Elle y voit en fait quelque chose qui est le sauvetage d'une jeune femme par une autre femme. Hein, donc, une manière disons, d'aller elle-même se venger la victime qu'elle a été, passer du statut de victime, qu'elle a d'ailleurs exploré dans le film Les Accusés de Jonathan Kaplan, qui est un film que j'estime beaucoup aussi, et pour lequel elle aura un Oscar. Elle essaye, en fait, effectivement, de maintenant être la personne qui venge, qui va de manière presque chevaleresque, c'est comme ça qu'elle le défend, partir à la rescousse d'une femme. Donc elle a cette vision en tête, et elle optionne le bouquin. Hein, elle essaie effectivement, elle n'a pas encore fait sa boîte de production, mais elle y pense, et elle voudrait produire ce film, pouvoir intervenir sur le scénario, etc. Et donc interpréter Sauf que le film est déjà en gestation. Enfin, il y a déjà un projet qui est tenu par Gene Hackman, qui veut réaliser le film. Gene Hackman veut réaliser le film et puis jouer dedans, etc. Se rend compte que le film est beaucoup trop violent, qu'il ne pourra pas le faire, et le film tombe dans l'escarcelle c'est Orion Pictures. Orion Pictures veut le confier à Jonathan Demme, et Jonathan Demme, lui, veut engager Michel Pfeiffer. Donc elle va voir Jonathan Demme et lui dit, mais non, mais c'est Michel Pfeiffer qui est engagé. Et heureusement pour elle, Michel Pfeiffer va finir par se désister, parce qu'elle trouve également le film beaucoup trop brutal, beaucoup trop violent. Et elle pense qu'elle ne pourra pas jouer le rôle de Clarice Starling. Et là, Jodie Foster se présente comme second choix et décroche le rôle. En 2011, le film, à un moment, dit que Jodie Foster
c'est quand vous parlez un peu du complexe du Castor et de pas mal de petites choses qui se passent autour de cela. En 2011, elle joue sous la direction de Polanski dans le film Carnage, si je ne me trompe pas. C'est Et ça. il y a ça. Le complexe du Castor, il y a Mel Gibson qui, pendant le tournage, le film dit en gros qu'il subit enfin, il est accusé de violence conjugale. Est-ce que le fait que Foster, enfin, il y a le cinéma et il y a ce qu'il y a la vie privée, le quotidien, et ce sont deux choses qui sont complètement antinomiques. Hmm. Est-ce que le fait de jouer sous la direction de Polanski et de faire son film et de continuer malgré ce qu'elle entend, c'est aussi tout simplement la continuité logique de ce qu'elle a toujours voulu faire, à savoir il y a le cinéma et il y a sa vie privée. Et il y a ses pensées, il y a sa réflexion privée. Ah oui, oui, ça, absolument. Je pense que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ce qui se passe avec la polémique dans un premier temps de Mel Gibson, parce que Polanski, le film de Polanski n'a pas vraiment fait polémique. La polémique, elle s'est réveillée, disons, l'affaire Ouais, Polanski. c'est plutôt la Polanski, ouais, c'est pas le film. Dans tous les esprits aux États-Unis, mais de fait, le film est tourné en Europe, à Paris d'ailleurs, parce qu'il ne peut pas tourner aux États-Unis, etc. Ouais. Et disons que dans tous les esprits, il y a le problème Polanski, mais en Europe et dans sa tête à elle, voilà, c'est quelque chose qui appartient plutôt au passé. Bon. Elle ne sera pas, aujourd'hui, elle s'est désengagée. Enfin, je veux dire, elle est revenue sur sa position en disant que si c'était à refaire, elle ne le referait pas, de tourner avec Polanski. Bon, effectivement, depuis 10 ans, on a appris encore des nouvelles choses, la polémique s'est embrasée, etc. Concernant Mel Gibson, qu'elle a toujours soutenu, à ce jour, à cette date, elle le soutient encore, voilà, elle a eu effectivement des problèmes, son film a été torpillé parce que elle refusait de le condamner, de se désengager, voilà, de renier en fait son amitié. C'est ce qu'on lui demandait, hein, c'est-à-dire implicitement, c'est de voilà, parler sur ce que Mel Gibson a fait, a dit, parce que c'est quand même quelqu'un qui, depuis les années 90, entre les accusations d'antisémitisme, enfin effectivement, c'est des propos qui sont limites, enfin toute une sorte de choses, des propos homophobes, enfin tous les... Et là, c'était des violences conjugales qui sont intervenues en 2010 alors qu'il tournait le film. Je pense que ça, on peut le mettre dans la même catégorie que la polémique qui a suivi Le silence des agneaux, quand le personnage de Buffalo Bill, donc le tueur, est analysé par les militants LGBT comme une manière de diaboliser la communauté. Voilà, parce que le tueur, effectivement, s'habille en femme, donc il y aurait une manière de diaboliser la communauté transgenre. Voilà. Et donc, Jodie Foster est outée. Donc, on révèle son homosexualité encore une fois, on se venge sur elle. Hein. C'est comme pour l'affaire Hinckley, c'est elle qu'on met au centre. On ne met pas au centre, c'est dit dans le documentaire par l'intervenante, très très bien. C'est-à-dire que c'est pas Jonathan Demme qu'on va chercher, c'est pas le scénariste ni l'acteur, c'est Jodie Foster. Et dont on expose la vie publique. Voilà. Je pense que ce moment-là aussi se renvoie à un premier moment qui est le moment de John Hinckley, où pareil, on fait d'elle quelqu'un qui... voilà, on confond le personnage et la personne, on confond le film et l'imitation du film dans le réel. Et je pense qu'il y a une ligne très cohérente, tout simplement. Elle a compris, c'est presque une profession de foi chez elle, qu'un acteur n'a pas à rentrer dans ce jeu qui aujourd'hui est malheureusement, de mon point de vue en tout cas, la norme à Hollywood, c'est-à-dire de dire je dois cautionner absolument tous les rôles que je fais, je dois cautionner les gens avec qui je travaille, ne serait-ce que dans leurs opinions. Parce que c'est ça aujourd'hui qui se passe, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de, comment dirais-je, il n'y a ni prescription, enfin ça c'est un autre débat, mais je pense qu'elle s'ancre complètement dans ce débat, parce qu'elle l'anticipe. Toute cette manière de revendiquer en fait, oui, la distinction entre l'œuvre et les personnes qui la fabriquent, ça c'est encore ce même débat. Tout ça, elle croit fermement que c'est un piège en tant que star hollywoodienne, vu sa position, de venir distribuer les bons et les mauvais points.
parce que justement, du fait qu'elle est dans un espèce d'environnement très protégé, du fait qu'elle parle depuis une position où on pourrait rapidement, je pense, la considérer comme quelqu'un de un peu la progressiste de service, la sainte. Si elle tenait ce discours-là, si elle commençait à distribuer les bons et les mauvais points, ce serait contre-productif. Je pense qu'elle passerait pour justement la militante angélique de service. Il y en a beaucoup à Hollywood, et je pense qu'ils ont plutôt marqué des points contre leur propre camp. En fait, leur cause est plutôt desservie par la manière de mettre toujours en avant leurs opinions dans n'importe quelle remise de statuette, et ça finit par devenir un peu hypocrite. Et je pense qu'elle échappe complètement à ça. Son discours est d'autant plus entendu qu'elle s'interdit de laisser déborder les questions de la vie privée, les questions d'opinion idéologique sur son travail, quoi. Voilà. Et voilà. Je pense que pour répondre à votre question, je pense que c'est ça, et que c'est finalement très cohérent, et ça reste inchangé entre les années 80, les années 90, l'époque Polanski-Gibson, et puis maintenant, quoi. Et est-ce que vous, Camille et toi, avez essayé tout simplement de discuter aussi avec Jodie Foster pour émailler votre film de ses propos? On y a songé, on l'a contacté, donc voilà, on lui a écrit pour lui expliquer un peu le projet et lui proposer de participer, d'intervenir dans le film. Et puis, bon, ça a été différé. On a eu une réponse concernant le timing qui n'aurait pas été le bon. Peut-être qu'il y avait une fenêtre pour plus tard, mais nous, on devait quand même commencer la fabrication du film, et on n'a pas pu attendre. Et en fait, je pense que c'est d'autant mieux de tourner un film, enfin de préparer, d'écrire un documentaire et de le monter sans la personne. Enfin, je veux dire, c'est un parti pris, hein, je veux dire, il n'y a pas du tout de règles. Mais dans ce cas, je pense que c'est finalement d'autant mieux de se passer du. On a quelqu'un qui s'est beaucoup exprimé, notamment qui était filmé en fait toute sa vie. Ça, c'est quand même particulier. Quelqu'un qui est depuis l'âge de 3 ans sous les caméras. On a des interviews qui remontent à l'âge 11-12 ans. Et donc, finalement, est-ce qu'il valait pas mieux aller exhumer des choses comme ça, aller essayer de faire dialoguer des archives, reconstituer une sorte de patchwork comme ça de toute la vie de Jodie Foster et de l'évolution de sa pensée, puisqu'elle s'exprime très bien, en français comme en anglais, évidemment. Donc, on est d'autant plus heureux, finalement, d'avoir fait un film quasiment d'archives complètes, même si on a des intervenants qui donnent leur point de vue, qui finissent par étayer, en fait, le point de vue qui se construit à travers ce que raconte Jodie Foster et ce que nous, on essaye de mettre en avant. Pendant l'entretien, tu me disais que lorsqu'on réalise un documentaire sur une figure importante du cinéma, on a tendance à croire qu'on la connaît parfaitement. Mais après ce film-là, quelle est maintenant ta position vis-à-vis d'elle, vis-à-vis de cette actrice, réalisatrice? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé, ou c'était... Voilà, comment tu ressors de ce film en ayant travaillé sur ce personnage qui est quand même assez atypique? Oui, en fait, je conserve la même fascination, parce que bon, ça fait longtemps, hein, c'est une fascination de longue date, parce que donc ça remonte à l'enfance, à l'époque de Contact. Moi, j'étais trop jeune pour avoir vu Le Silence des agneaux et Taxi Driver, mais je me souviens très bien que j'ai senti quelque chose, un rapport d'identification qui était inédit pour moi. Quand j'ai vu Contact, il y a une connexion qui s'est faite, qui peut-être s'est renforcée, j'en sais rien, par le fait qu'on la voyait sur les plateaux parler français, et donc ça, c'est d'autant plus singulier, presque touchant, quoi. Voilà, une star hollywoodienne qui traverse un peu le mur et qui s'exprime sans accent. Cette place, cette marginalité, au-delà disons, ce qui est presque devenu des clichés autour d'elle, c'est-à-dire la surdouée, la précoce, l'intellectuel d'Hollywood, tout ça. Il y avait aussi un personnage qui essaye de devenir normal, qui lutte beaucoup pour passer, non pas faire ce trajet de l'anonymat à la célébrité, mais au contraire, elle est déjà dès le départ célèbre, donc elle essaye de faire un trajet vers la normalité.
et d'échapper en fait au jeu de la célébrité, à toute cette espèce de cirque médiatique. Et ça, ça me touchait énormément, ouais. Au-delà du fait que je vouais un peu un culte à des gens comme Robert Zemeckis, comme ensuite Martin Scorsese, Jonathan Demme. C'est quand même ces films-là, je trouve, sont quand même très importants dans l'histoire du cinéma américain et puis dans ma cinéphilie. Et donc, ouais, je pense que le rapport reste inchangé parce que le fait de travailler de près, ça ne fait que confirmer des choses, des intuitions qu'on peut avoir sur elle. Parfois, on est évidemment détrompé, mais non, non, bizarrement, là, je suis toujours pas là, toujours pas lassé par le fait de l'entendre. Et même si je dois bien dire que les dernières années, je trouve qu'elle a fait quand même, il manque voilà, la grande collaboration avec un très grand cinéaste, quoi. Ça, c'est dommage. Après, tout n'est pas fini encore. Mais c'est vrai que tu as raison, c'est vrai que c'est quelque chose qui manque. Merci beaucoup. C'est donc le film, je le rappelle, Hollywood dans Jodie Foster, Hollywood dans la peau, et vous pouvez le trouver directement, page descriptive de cette page YouTube en VOD sur Arte TV. Merci beaucoup, Liane, en tout cas, d'avoir accepté cet entretien et d'avoir discuté avec nous. Merci beaucoup à toi de m'avoir invité. C'était toujours un plaisir d'en reparler. Je t'en prie. Très bonne fin de journée. C'est parti. Générique. Bonne Arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.